Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle chaque jour sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. Mafé, Yassa, Doro, Watt, Thieboudienne. Derrière ces noms de plats, des spécialités venues du continent africain. Longtemps resté en marge des modes culinaires qui agitent le milieu de la restauration, l'Afrique connaît depuis quelques années un véritable renouveau, une nouvelle appétence qui met en appétit. Alors pour parler de cette cuisine aux 1000 saveurs à découvrir ou redécouvrir, j'ai le plaisir de recevoir le chef Anto, sans doute la meilleure avocate de la cuisine africaine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors votre vrai nom c'est Antompindi Kokagne. Kokagne, oui. Antompindi qui veut dire femme des champs. Femme des champs dans ma langue maternelle du Gabon. Et puis Kokagne, qui est votre nom d'épouse, vous m'avez dit, qui vient de l'expression... Enfin, moi, ça me fait penser à l'expression pays de Cocagne, ce paradis terrestre à la nature généreuse. Vous avez un nom sublime. Bien sûr. Je voudrais aussi mentionner le livre que vous avez, qui vient de paraître aux éditions Mango, Goût d'Afrique, recettes et rencontres. C'est un sublime livre, très belle couverture également. C'est vraiment un livre sur la cuisine africaine subsaharienne. Alors c'est sur les cuisines africaines subsahariennes parce qu'on s'est rendu compte pour tout ce qui concerne les cuisines du Maghreb, elles étaient beaucoup plus connues, beaucoup plus popularisées en France. Alors on s'est donc concentré sur tout ce qui était en dessous du Sahara. On va en parler de cette méconnaissance de toutes ces cuisines. Vous nous l'avez dit, vous êtes d'origine gabonaise, traiteur à domicile, mais pas que. Vous donnez des cours, vous assurez la direction artistique d'un magazine qui s'appelle Afro Cooking. Vous présentez une émission culinaire sur Canal+, Rendez-vous avec le chef Anto. Vous faites aussi des tutos sur YouTube. Derrière toute cette activité, il y a votre passion, la cuisine. Et pourtant, vous n'avez pas du tout embrassé cette carrière au début. C'est un peu une vocation contrariée ? Non, ce n'est pas une vocation contrariée. Moi, depuis toute petite, je voulais faire de la cuisine, mais c'est vrai que je viens d'une culture où tout ce qui est cuisine, ces métiers manuels, en fait, sont considérés un peu comme des métiers de bas étage, des métiers pas très ambitieux. Et c'est vrai que mes parents, et notamment mon père, ne voulaient pas que je fasse de la cuisine parce que c'était comme si je lui disais que je voulais être domestique. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas toutes ces émissions, tous ces chefs. La cuisine n'était pas autant mise en avant. Non, du tout. Et c'était vraiment des voies de garage. Mais j'ai tenu bon parce que j'avais dit à mon papa, c'est la cuisine ou rien. Alors au départ, j'ai demandé une bourse à l'État gabonais à cette époque-là. Mais comme c'était de la cuisine et ils m'ont dit, mais soyez ambitieuse, le pays a besoin d'avocats, d'enseignants, on ne va pas vous envoyer en France pour faire de la cuisine. Donc, j'ai d'abord été orientée en lettres modernes pour être professeure de français. Mais j'ai tenu bon. Et vous avez réussi. Et j'ai réussi justement à pouvoir faire carrière dans la cuisine. Vous avez suivi une formation classique de cuisine française ? Alors, comme j'avais un bac en sciences éco, quand j'arrive en France, j'ai fait d'abord une mise à niveau, en fait, qui est une année où vous voyez un peu en un an ce que les autres apprennent pour faire le bac hôtelier, donc de la seconde en terminale, et puis après un BTS, option cuisine, et après je me suis spécialisée dans différents domaines, mais toujours au niveau de la cuisine et tout ce qui est restauration. Si vous deviez qualifier votre cuisine, vous deviez mettre un terme sur votre cuisine, ce serait lequel ? Alors, je dis que ma cuisine, c'est une cuisine panafricaine qui s'inspire des cuisines traditionnelles, mais qui sont retravaillées de façon moderne. On parle de cuisine africaine. J'ai dit cuisine au singulier, mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs cuisines ? Oui, c'est pour ça que je dis toujours les cuisines, parce que, alors c'est vrai que quand on pense à l'Afrique, souvent on a l'impression que c'est un tout petit pays, mais l'Afrique c'est quand même un continent avec 54 pays différents. On ne parle pas de cuisine européenne. Non, on ne parle pas de cuisine européenne, effectivement. Et c'est vrai que je tiens quand même à souligner, en plus que les frontières des pays d'Afrique telles qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas l'œuvre d'Africains. C'est la raison pour laquelle moi je dis pas que je fais une cuisine gabonaise,
gabonaise. Parce qu'à force de voyager sur le continent, notamment au travers de l'émission que j'ai sur Canal+, je me suis rendu compte que beaucoup de royaumes d'empires, d'anciens empires, ont été disloqués en différents pays aujourd'hui. Et que quand on voit la cuisine de ces différents pays, ils mangent quasiment pareil. Les frontières, finalement, sont assez... Exactement. Donc, quand on parle, par exemple, du mafé, qui est ce ragoût de viande à la cacahuète, quand on est en Afrique de l'Ouest, on va se rendre compte que ce soit au Sénégal, au Mali, au Niger, en Gambie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, on mange du mafé. Peut-être réinterprété, après adapté aussi en fonction du lieu où on se trouve. Et puis, il y a aussi le secret de la cuisinière qui va rajouter sa petite touche. Mais au final, ça reste du mafé dans son essence. On parle donc de ces différentes cuisines. Là, on parlait du mafé, ce ragoût. Il y a des dénominateurs communs, finalement, à travers les spécialités culinaires de chacun des pays d'Afrique. Il y a des dénominateurs communs, mais il faut savoir, parce que quand on s'intéresse notamment à la cuisine française, on voit, par exemple, que Catherine de Médicis, quand elle épouse le roi de France, elle vient avec son chef cuisinier, elle vient avec des recettes italiennes qui, aujourd'hui, comme le chou, la pâte à choux, qui fait partie intégrante de la pâtisserie française, mais qui n'est pas d'origine française. Et nous aussi, nous avons eu ce genre de brassage entre les peuples. Nos cuisines, nos produits ont aussi voyagé. Un produit comme la sauce arachide qu'on appelle mafé en Afrique de l'Ouest, on va le retrouver en Afrique centrale, mais qui va être plus accommodé avec de la viande, enfin du poisson, des crustacés, parce que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ces régions-là où il y a beaucoup de cours d'eau. Lorsqu'on va aller du côté de Madagascar, on va retrouver la même recette, mais il y a des influences orientales, parce qu'il y a les épices, ça fait partie de la route des épices. Donc on va retrouver des épices qui nous viennent d'Inde. Donc il y a souvent un dénominateur commun, mais le produit, la recette va souvent être modifiée comme ça, soit en fonction du brassage culturel, soit à cause d'influences externes. On retrouve des produits qui sont, je pense par exemple au manioc. Ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans d'autres cuisines en dehors de l'Afrique. Le manioc, on le retrouve notamment dans les cuisines d'Amérique du Sud, on le retrouve dans certaines cuisines d'Asie, mais c'est vrai que le manioc est très consommé sur le continent, et surtout nous, tous nos tubercules quasiment, on mange aussi bien les feuilles que la racine, parce qu'on se dit, si la racine est bonne, les feuilles sont forcément bonnes puisqu'elles tirent leur source depuis la racine. Donc on a du manioc, on a du taro, on a de la patate douce, on a différents produits comme ça qui sont très consommés sur le continent, et puis de la banane plantain et différentes farines notamment. Ça, c'est aussi une des richesses de nos cuisines. Ce sont toutes ces farines sans gluten qui ne sont pas forcément connues sur d'autres continents. Justement, pour vous, l'Afrique reste le dernier continent à découvrir en termes culinaires. Comment on peut expliquer cette situation ? Et c'est vrai que cette citation qui a été dite par Thierry Marx, qui est un chef étoilé français, ce qui explique cela, c'est que pendant longtemps, c'était très difficile de venir sur notre continent. Lorsqu'on voit souvent comment on parle d'Afrique dans les médias occidentaux, alors quand c'est bien, ça va être les safaris, les voyages, et quand c'est pas bien, c'est la famine, ce sont les guerres. On parle jamais de cuisine, et c'est très facile d'aller en Asie. C'est un élément culturel qui est très valorisant. Tout à fait. Et pendant longtemps aussi, on ne savait pas quels étaient nos produits. Moi, quand je me suis lancée, que j'ai commencé à demander à mes clients, mais pourquoi vous n'allez pas dans des restaurants de cuisine africaine ? Ils me disaient, mais on ne sait pas trop ce que vous mangez. Visuellement, c'est pas très attractif. Quand on a essayé, c'était trop pimenté. Et donc, il y a eu des préjugés qui ont la vie dure. Hein, exactement. Ce sont des préjugés qui ont mis en fait des barrières et des murs et qui n'ont pas encouragé les personnes à aller dans nos pays et découvrir en fait nos cuisines. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle génération de chefs, de professionnels qui subliment nos produits, qui parlent de nos produits, et même dans les magasins bio, on retrouve de plus en plus d'épices, de produits de farine sans gluten qui rentrent vraiment de plus en plus dans la consommation des Français. Et moi, je sais que dans quelques années, ce sera encore plus facile d'aller sur le continent africain parce que nos produits seront beaucoup plus popularisés.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une démarche de démocratisation des cuisines africaines? Alors, ce qui m'a poussée, c'est durant mon parcours, les différents stages que j'ai pu faire, les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir avec différents chefs. Lorsqu'on parlait d'Afrique, ils ne connaissaient pas grand-chose. Quand on parlait d'Asie, on connaissait. Quand on parlait même de produits du Moyen-Orient, tout de suite, les chefs connaissaient et ils y allaient facilement. Mais dès qu'on parlait d'Afrique, et notamment d'Afrique subsaharienne, il y avait vraiment un vide. Méconnaissance totale. Méconnaissance totale. Et dans les restaurants, la plupart du temps, les plongeurs, c'était des personnes d'origine africaine qui ne mangeaient pas avec nous, qui ramenaient... Il n'y avait pas cette transmission finalement j'allais dire d'information, mais non, en fait, de partage. Non, du tout. Et surtout, il y avait très peu de livres de cuisine africaine. Moi, je suis contente parce que l'année dernière, en 2021, il y a eu quand même 5 livres de cuisine africaine qui sont sortis dans des grandes maisons d'édition, ce qui n'était pas le cas quand nous, on a voulu sortir Goût d'Afrique en 2018. On est allé voir des maisons d'édition, ils nous ont dit l'Afrique, ça ne vend pas. Et quelques années après, 3 ans après, 5 livres sortent de grandes maisons d'édition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, et tant mieux. Alors, comment on peut promouvoir les cuisines africaines? Ça passe par effectivement la représentation de chefs, tels que vous l'êtes, mais par quoi d'autre? Ça passe aussi par la démocratisation lorsqu'on va trouver de plus en plus de nos produits dans les rayons de magasins. Ça va passer aussi par plus de cours de cuisine. Parce que je sais que quand j'ai commencé les cours de cuisine, je remplissais très peu. C'était souvent le week-end. Et sur 12 places, je pouvais avoir que 4 inscrits. Aujourd'hui, quand je fais des cours de cuisine, sur 12 places, 12 inscrits. Et souvent, c'est en semaine, le soir. Donc, il y a vraiment une appétence, un engouement autour de nos cuisines. Il faut plus de communication. Les gens ont besoin d'avoir confiance, de connaître d'où viennent les produits, de savoir que ce sont des produits qui sont peut-être issus de coopératives, qui font travailler des coopératives, qui viennent dans des villages où lorsqu'on achète... de la transparence sur les produits. Exactement, il y a vraiment un besoin en France notamment de transparence et de traçabilité par rapport aux produits. Et plus on aura de transparence et de traçabilité, plus nos produits seront popularisés. Avant de nous quitter, chef Anto, est-ce qu'il y a des chefs africains qui sont étoilés ? Alors aujourd'hui, on a Maurice Sacco qui a fait Top Chef en France. Pour l'instant, c'est l'unique. C'est celui qu'on a. On a aussi un autre qui est à Nice, un chef d'origine sud-africaine, Jan Hendrik. Pour l'instant, en France, ce sont les deux chefs d'origine africaine qui sont étoilés. On espère qu'il y en aura encore plus. Mais sinon, quand vous allez à Londres, on a le restaurant Ikoyi qui est aussi où on a un chef d'origine nigériane qui est un restaurant étoilé, mais il y en a encore très peu effectivement, comme pour nos produits labellisés, il y en a encore très peu. Mais de nombreux à venir, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup Anto Mpidi Kokagne, le chef Anto, chef multitoc avec ce livre Goût d'Afrique, recettes et rencontres paru aux éditions Mango. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. On se retrouve demain, nouveau menu, nouveaux invités. Excellente journée à tous sur Bismart. À demain.